Bonjour et bienvenue à cette édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et j'ai l'immense plaisir d'accueillir mon bon ami Habib Soubjali de Londres au Royaume-Uni. Habib, comment se passe la nouvelle année à Londres? Bonjour Dave, merci de m'avoir invité à l'émission. Londres va bien, j'ai repris le travail, c'est super occupé sur les chapeaux de roue. Pas un début d'année en douceur, disons. Oui, nous parlions avant de commencer et vous disiez que le jour de l'an et Noël, c'était il y a un an, on aurait dit. Le début de l'année a été très occupé et je pense que tous ceux à qui nous avons parlé, tous les gestionnaires de portefeuille, ont le même sentiment que c'est une période et une année vraiment intéressante que nous sommes sur le point de vivre, pas seulement sur les marchés, mais à bien des égards. Et tant mieux si on peut vous avoir à l'émission et avoir votre point de vue dès le début, car vous avez une perspective toujours intéressante, ce que vous faites, la façon dont votre équipe opère dans le monde entier, sur tous les marchés, alors que vous pouvez vraiment aller n'importe où pour trouver les meilleures opportunités. Encore une fois, c'est un plaisir de vous recevoir pour parler de l'année à venir. C'est un plaisir. Notre producteur, soit dit en passant, a mentionné que vous étiez très élégant. C'est toujours mieux de commencer l'année en étant beau et élégant, Habib. Oui, c'est là que je mets un peu en doute sa crédibilité. Oui, et il a aussi dit que moi, j'avais l'air affreux. Bon, on va en rester là. Habib, quand on se remémore 2024, il s'agissait aussi d'une année intéressante, une bonne année en fait. Les marchés du monde entier, et en particulier les actions, ont connu une bonne année. Les États-Unis, bien sûr, ont mené le bal, mais il n'en reste pas moins que l'on peut trouver des bons rendements à peu près partout. Comment caractérisez-vous l'année et comment votre équipe a-t-elle géré ce qui se passait sur les marchés en 2024? Lorsque l'on fait le bilan de l'année écoulée, on se doit de faire preuve de lucidité et d'humilité. Sur les marchés, tout le monde est tourné vers l'avenir. La saison des résultats commence demain, les grandes banques ont commencé à publier leurs rapports cette semaine. Tout le monde est impatient. Mais lorsqu'on regarde en arrière et qu'on cherche à savoir quel était le consensus, ce que les gens s'attendaient à voir se produire, on parlait de réduction de taux, de baisse de l'inflation, de tout le reste. Soudain, on a fait volte-face. Les gens prédisaient que les bons du Trésor américain à 10 ans reviendraient vers les 3%, et maintenant on parle d'un taux de 5%. Ça, c'est une chose. J'ai lu toutes sortes de rapports sur les attentes vis-à-vis du prix du pétrole, la capacité de réserve, les inquiétudes concernant les sanctions sur le brut russe, si bien qu'il se retrouve sur d'autres marchés en ce moment et supplante le brut occidental. Ce marché est également en équilibre. On a vu un pétrole dans les 60. Aujourd'hui, il se situe plutôt dans les 80. C'est avec beaucoup d'humilité que l'on aborde ces grandes questions, pour lesquelles tout le monde est tellement convaincu de connaître la bonne réponse. Il semble y avoir un ensemble de preuves irréfutables que c'est là que les taux d'intérêt vont évoluer, que les transactions obligataires vont évoluer, que l'inflation va évoluer, que les prix du pétrole vont évoluer, et ainsi de suite. Je pourrais continuer longtemps, mais la réalité est bien différente. Il y a une chose que l'on peut dire, il y a eu beaucoup de choses inattendues, et il y en aura encore beaucoup dans les semaines et les mois à venir, mais une chose demeure certaine, dans ce monde instable dans lequel nous vivons, les grandes entreprises ont continué à prospérer. Elles ont continué à bien servir leurs clients, leurs fournisseurs, leurs employés. Elles ont continué à leur fournir davantage de biens et de services, quoi qu'elles fassent, et elles ont continué à prospérer. C'est vraiment ce qui a stimulé le marché boursier. Oui, c'est vrai,
pour moi, lorsque je vous écoute, et l'une des choses que j'aimerais tellement que les auditeurs apprécient chez Habib, c'est qu'il est si généreux de son temps avec tout le monde et particulièrement généreux avec moi au fil des années en m'enseignant son expérience en tant que gestionnaire de placement, très performant pendant des dizaines d'années. Il s'agit d'expérience et non d'âge, Habib. Alors soyons très clairs là-dessus. Mais l'idée que ces grandes entreprises, lorsqu'elles atteignent leur vitesse de croisière et qu'elles ont mis en place la bonne stratégie, les bons produits, les bonnes personnes, et que toutes ces choses sont réunies, elles ont un avantage qu'il est très difficile de perturber. En 2024, nous avons vu un grand nombre d'entreprises de ce type prospérer. Cela a presque prouvé tout ce que vous avez dit au fil des années, à savoir qu'il y a ces grands gagnants. Bien sûr, ils vont commettre des erreurs en cours de route et c'est bien sûr la clé de ce que vous et votre équipe faites. Mais ces gagnants, dans la bonne situation, peuvent vraiment faire fructifier les investissements des gens et vous en avez toujours été persuadé. L'année 2024 a-t-elle été le point le culminant de cette thèse ou est-ce que je me limite à une période, disons, un peu trop courte? C'est toujours ainsi que cela fonctionne et les valeurs sont reconnues à différents moments du marché? Je pense, Dave, que c'est tout simplement ça, le marché. C'est ainsi que les choses fonctionnent. Différentes entreprises trouvent leur compte. Éventuellement, l'une des deux choses suivantes se produit. Les concurrences les rattrapent, la complaisance s'installe ou elles sont tout simplement survalorisées. Cela arrive aussi, ce genre de choses. Tôt ou tard, il y a ce mécanisme darwinien d'autocorrection qui se produit sur le marché. Les grandes entreprises restent excellentes pendant longtemps, mais elles ne le restent pas éternellement. En outre, les conditions du marché changent. Les concurrents arrivent, de nouvelles technologies sont développées, les réglementations entrent en vigueur, les clients changent, la société modifie ses préférences et ses habitudes. Il s'agit d'un phénomène en constante évolution et les services offerts par les entreprises doivent être en mesure de répondre aux besoins de la société, aux besoins des clients et ils doivent être capables d'évoluer avec ces besoins changeants. Il ne s'agit pas seulement des entreprises technologiques, mais aussi des progrès réalisés ces dernières années dans le domaine des médicaments amaigrissants ou même de la vente au détail, de la façon dont nous faisons nos courses, nous faisons nos achats a changé. Elle a commencé à changer avec les achats sur Internet, mais ce qui s'est passé avec la pandémie a changé tout. Aujourd'hui, les courses se font en ligne et à domicile. Toutes ces innovations sont en cours. Il est certain qu'il y a beaucoup d'efforts gaspillés, mais certaines entreprises vont vraiment réussir, répondre aux besoins des clients et laisser les autres dans leur sillage. Et c'est ça qui est fascinant dans ce que nous faisons. C'est vrai. Comme Stu le dirait, à court terme, il y a de grandes entreprises et elles peuvent être de mauvaises actions. Mais à plus long terme, les grandes entreprises ont tendance à être d'excellentes actions si vous achetez et possédez ces grandes entreprises. Et surtout, et c'est ce que j'aime chez vous et votre équipe, on peut identifier ces grandes entreprises et les identifier au bon moment pour investir. Oui, c'est ça. Voilà ce qu'il en est. À court terme, il y a de bonnes actions et de mauvaises actions, et le fait qu'une action soit bonne ou mauvaise dépend d'un grand nombre de facteurs. Pour être honnête, les algorithmes sont prodigieux pour cela, pour déterminer ce qu'est une bonne action et une mauvaise action, et pour négocier à la nanoseconde ou à la minute, puis à la semaine et au mois. Ils sont vraiment bons dans ce domaine et ils permettent au marché d'être très efficace à court terme. Mais il y a une inefficacité à long terme. Les grandes actions ont tendance à être de grandes entreprises. J'ai vraiment du mal à trouver un exemple d'une grande action qui ne soit pas associée à une grande réussite commerciale sur le long terme.
Je pense que c'est là la clé. Pour nous, il s'agit d'essayer d'identifier ces grandes entreprises. En fin de compte, il s'agit d'entreprises créatrices de richesse. Elles doivent créer de la valeur pour leurs clients. Et si vous y parvenez, votre entreprise aura beaucoup plus de valeur en elle-même. La valeur provient de ce que les clients sont prêts à payer pour votre produit ou service, et c'est ce que nous recherchons. Ensuite, nous cherchons la bonne occasion d'entrer dans ces positions. Ensuite, bien sûr, vous voulez construire des portefeuilles robustes parce que des choses inattendues se produisent. Et nous avons entamé la conversation à ce sujet. Les rendements obligataires peuvent ne pas aller là où vous le souhaitez, des guerres peuvent survenir, les prix des produits de base sont volatiles et les taux de change aussi. La géopolitique pose toutes sortes de problèmes. Alors vous devez construire des portefeuilles qui vont résister à tous ces aléas. Habib, alors que nous sortons de 2024 et que nous allons maintenant nous tourner vers 2025, nous allons vous demander ce que vous pensez de cette année qui a commencé de manière intéressante et qui a encore un long chemin à parcourir. Mais l'idée qu'il y a de grandes entreprises et de grandes actions, il semble que ces 2 dernières années, nous ayons été réduits à environ 7 grandes entreprises dans le monde entier, ce qui est absurde. À un moment donné, il faudrait penser que les dizaines d'autres entreprises formidables dans le monde dont les actions n'ont pas autant progressé que ce nombre très restreint d'actions commencent à être appréciées pour ce qu'elles sont. Cela devrait créer des opportunités pour un investisseur comme vous, non? Oui, tout à fait. Tout d'abord, ce modèle des 7 magnifiques ne se limite pas à la technologie. On trouve des concentrations similaires dans les soins de santé, les produits de base, les communications, la discrétion. Il y en a plusieurs. Mais même les produits de consommation courante, comme la bière, les spiritueux, les produits d'épicerie, même là, il y a une énorme concentration parmi les gagnants. C'est quelque chose qui est encore plus prononcé aujourd'hui. Je pense que c'est la nature du marché, c'est la nature des acteurs du marché. Il y a beaucoup de FNB et des investissements basés sur des indices. Il y a beaucoup de fonds spéculatifs, d'investissements algorithmiques. Il s'agit d'aller là où il y a de l'élan et ainsi de suite. Cela peut durer beaucoup plus longtemps que vous ne le pensez, mais en fin de compte, les valorisations comptent, les attentes comptent elles aussi. En fin de compte, les attentes prennent toujours le pas sur la réalité. Il faut parfois beaucoup plus de temps pour y parvenir. Les grandes entreprises poussent les attentes de plus en plus haut, mais le marché devient semblable à une sorte de fan club. Et les attentes prennent le pas sur la réalité, même sur les grandes réalités que produisent certaines de ces grandes entreprises. Et puis, bien sûr, il y a les concurrents dans n'importe quel grand secteur. Choisissez un grand secteur dans lequel quelqu'un d'autre essaie toujours d'entrer, qu'il s'agisse, je ne sais pas, de la bière, des spiritueux ou d'autres choses de ce genre. Toutes ces célébrités qui lancent des marques de tequila. Ce n'était pas facile, mais elles l'ont fait. Elles ont trouvé un moyen d'entrer dans le secteur. Il suffit de penser à l'industrie de la beauté, les cosmétiques, les parfums. Là encore, des célébrités, des influenceurs, des médias sociaux et autres créent leurs propres marques et font la promotion de différentes marques. Il y a tout cela. Le marché est incroyablement dynamique. Certaines de ces petites entreprises plus agiles peuvent grignoter les parts de marché de ces grandes entreprises, et c'est ainsi que commence le nouveau cycle. Je suppose que c'est le cercle de la vie, quoi. C'est ce qui se passe sur les marchés. Cela a toujours été le cas et cela le sera toujours. C'est ce qui se passe. Peut-être que les chiffres sont beaucoup plus importants. Peut-être que l'amplitude de ces cycles est plus agressive. C'est certain parce qu'il y a plus d'argent qui circule.
Habib, je vais vous voir dans 6 semaines à Londres. J'ai hâte de goûter à votre nouvelle bière, la bière Habib, la Habir. Je sais que vous avez beaucoup de succès avec cette bière au Royaume-Uni. Si seulement je pouvais influencer quelqu'un dans ce domaine. Il semble que tout le monde ait sa propre balado ou sa propre entreprise de bière artisanale. Bon, en tout cas, ce n'est pas le cas, c'était juste une blague. Mais Habib, vous êtes sur les marchés depuis longtemps et vous avez parlé de cette amplitude. J'étais là à vous écouter, j'ai bien pensé que vous y arriveriez avec vos commentaires, et c'est ce que vous avez fait, cette amplitude, l'idée que beaucoup d'argent circule. Mais s'agit-il de participants réels? Je rencontre tellement de jeunes aujourd'hui, et bien sûr j'ai des enfants de 18 et 20 ans, et tous leurs amis. Beaucoup d'entre eux ont peut-être déjà parié sur des sports. Il y a une explosion des paris sportifs en Amérique du Nord et nous voyons ce qui se passe au Royaume-Uni avec ces maisons de paris qui sont désormais toutes en ligne maintenant, tous ces sites britanniques en ligne. Mais les gens qui avaient l'habitude de parier sur le sport parient maintenant sur les actions et considèrent presque le marché comme un jeu et un divertissement, ce qui crée à nouveau ces grands mouvements dans ces petits nombres d'actions. Les gens suivent les tendances à la hausse et à la baisse, et encore davantage à la hausse ces temps-ci. Pensez-vous que la technologie et la nouvelle accessibilité du marché soient l'un des facteurs à l'origine de cette situation? Sans parler de tous les programmes de trading qui se déroulent en coulisses avec des algorithmes qui négocient des actions, en particulier au sein d'indices et de FNB. C'est vraiment un marché différent de celui dont vous vous souvenez il y a 25 ans, pas vrai? Vous savez, Dave, oui, vous avez tout à fait raison, mais c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Il y a beaucoup d'argent. La démocratisation du marché boursier est une bonne chose. Les gens peuvent maintenant acheter des actions sur leur smartphone. J'adore ça. Mais je pense que cette opportunité doit s'accompagner d'un certain nombre d'apprentissages et de leçons. Cette dimension-là est un peu à la traîne. Dans un marché haussier, nous l'avons vu avec la bulle Internet et d'autres choses de ce genre. Je vais vous raconter une petite anecdote amusante. Le gars qui est assis derrière moi au stade de football de l'Arsenal, il possède une entreprise de fabrication d'acier, je pense. C'est un excellent ingénieur, j'en n'en doute pas, qui a très bien réussi, mais à certains moments, il pense qu'il est peut-être un meilleur sélectionneur d'actions que moi. Et ça, c'était au moment de la bulle Internet, plus récemment à propos des 7 magnifiques et d'autres choses de ce genre. Je pense que tous les marchés sont à la hausse, que certaines actions montent en ligne droite. On a l'impression de pouvoir gagner de l'argent gratuitement. Mais il y a toujours des jeunes qui demandent des conseils sur les actions. A, c'est vraiment difficile. Mais B, la question est de savoir si vous allez avoir une fébrilité autour d'une action pendant un jour ou une semaine ou quelque chose comme ça. S'agit-il d'un pari comme vous le feriez sur un événement sportif ou s'agit-il d'un investissement? Avez-vous l'intention d'investir à long terme? Car si vous continuez à parier sur le marché boursier à long terme, permettez-moi de vous rappeler que la probabilité de choisir une action qui bat le marché sur une période de 5 ans, disons, elle est d'environ 30%. Pas si évident que ça, on dira. Vous devez croire que vous êtes meilleur que le marché. Vous pouvez trouver ces 30% et tous ceux qui disposent d'algorithmes, de bases de données, des outils, de technologies, ils peuvent faire mieux. Vous pouvez faire mieux qu'eux. C'est là l'essentiel. Je pense que les gens réalisent que lorsqu'ils vont dans un casino, ils savent qu'ils le font pour se divertir, sont préparés à cela. Voilà mon budget. Du moins toutes les personnes sensées que je connais. En tant qu'investisseur,
Je suis le seul à être allé 2 fois à Vegas et à Macao et n'avoir jamais misé $1 dans aucun de ces endroits. Je préfère donner l'argent à une œuvre de charité plutôt qu'au casino. Mais pour beaucoup de gens, c'est un divertissement. Voilà mon budget, j'ai X centaines de dollars et c'est tout, c'est fini. Je sors, il se peut qu'il m'offre un repas gratuit ou des cocktails avant que je ne parte, mais je pense que c'est une prise de conscience, parce que vous savez que les chances sont contre vous lorsque vous entrez dans un casino. Je pense que les gens doivent prendre conscience des statistiques. Oui, le marché boursier a tendance à monter avec le temps. Avec le temps, le marché boursier est phénoménal. Il vous donne ses 6 ou 8% composés. Einstein l'appelait la huitième merveille du monde, ce rendement composé. C'est phénoménal. Mais pour la sélection individuelle des actions, les chances sont contre vous. Et c'est là que vous devez avoir un avantage pour dire que vous pouvez trouver ces 30% qui vont battre le marché. Oui, et l'analogie avec les jeux d'argent fonctionne bien ici parce que de l'autre côté, comme vous l'avez dit, vous savez que le casino a un avantage. Vous jouez à une machine à sous, ils sont tenus de payer à un certain taux et ce taux est vraiment inférieur. Si vous jouez encore et encore, vous allez perdre. Lorsque vous faites des paris sportifs, il y a quelqu'un de l'autre côté du pari et en général, il s'agit d'une organisation sportive professionnelle composée d'ingénieurs et de mathématiciens qui font toutes ces choses que le commun des mortels, qui se croit peut-être plus intelligent, n'a que très peu de chances de battre, à long terme, c'est sûr. C'est la même chose lorsque vous achetez une action, quelqu'un vous la vend. Il y a donc aussi quelqu'un de l'autre côté. Il faut avoir un certain niveau de compétence, d'expertise et d'expérience et disposer de beaucoup d'argent pour battre le marché de façon constante. Quelqu'un comme vous, oui, possède toutes ces qualités. Le commun des mortels ne dispose pas de ces mêmes outils. Oui, c'est vrai. Mais Dave, il faut savoir quel est votre avantage. Vous pouvez disposer des outils. Il y a beaucoup de ressources de bases de données, de personnes intelligence, beaucoup de technologies. Mais vous devez savoir quel est mon avantage. Une ou deux choses. Quelle est l'inefficacité que je recherche? Pour nous, l'inefficacité est très simple. C'est ce dont nous avons parlé plus tôt. Il s'agit de savoir si, à long terme, les grandes actions sont associées à de grandes entreprises. Il faut trouver ces grandes entreprises et s'y intéresser très tôt, ou à un moment où les gens ne pensent pas qu'il s'agit d'une grande entreprise, et en profiter. D'autres personnes sont très douées pour les transactions à court terme, mais elles ont tendance à être très prompts, à avoir de grandes bases de données et à négocier leur portefeuille. Chacun s'efforce d'exploiter ce en quoi il est vraiment doué et essayer de le trouver. Il faut savoir à quelle inefficacité on s'attaque. Il faut avoir les bonnes personnes, les bonnes compétences et les bonnes ressources pour s'attaquer à l'inefficacité choisie. Eh bien, la Bible, ceci était censé être une rétrospective de 2024 et un aperçu de 2025. Ça a évolué vers des conversations que nous avons tendance à avoir autour d'une bière à Londres. Mais c'est peut-être là une conversation encore plus intéressante pour nos auditeurs. Si vous souhaitez suivre toute la série de balados, vous pouvez vous abonner ici sur YouTube ou quel que soit l'endroit où vous accédez à votre émission. Vous pouvez suivre l'émission, vous abonner, donnez-nous un commentaire 5 étoiles. Même s'il porte sur l'apparence physique d'Habib aujourd'hui, une apparence 5 étoiles, ne vous inquiétez pas, ma mère va le faire pour vous. Habib, désolé, je dois vous expliquer, on ne vous a pas reçu assez souvent ces derniers temps. Les gens du marketing, vous savez de quoi je parle vous aussi, me mettent beaucoup de pression. C'est épouvantable. Ils veulent que je fasse tous ces efforts. Ça m'embête de le faire, mais ils m'obligent à le faire parce qu'ils veulent plus de clics. Ça doit marcher parce que nous avons augmenté de 500% d'une année sur l'autre. Peut-être qu'ils sont plus intelligents que moi au départ. Alors, faites-le s'il vous plaît, mais Habib,
Parlons maintenant de 2025. Comment voyez-vous l'évolution de cette année et comment comptez-vous en tirer parti, vous et votre équipe, en investissant? Je pense qu'il faut se rappeler que dans la grande majorité des cas, le monde se contente de tourner en rond. Il s'agit probablement de 70 ou 80% des événements probables. Mais il y a aussi beaucoup de risques. Ce sont, je ne sais pas, les 5 à 10% restants, le risque qui peut très mal ou très bien tourner. Les gens parlent des risques géopolitiques, qu'il s'agisse de tarifs douaniers, de défense, de guerres supplémentaires, de sanctions, et ces risques peuvent vraiment perturber le monde. Mais d'un autre côté, je pense que les choses pourraient très bien se passer et Cet le enregistrement a été fourni système par RBC Gestion mondiale est d'actifs soumis à Inc. une à des fins pression et à un d'information seulement stress et ne considérable, constitue pas un conseil de placement ou un conseil mais financier. cela peut Vous devriez produire, consulter vos propres conseillers juridiques, conduire à comptables, davantage fiscaux, en d'innovation. placement ou en planification De parler de financière deux avant choses d'effectuer simplement. toute En ce qui opération. concerne l'IA, il suffit de regarder comment elle évolue. Il y a 6 mois, 9 mois, nous avions entendu parler de cette chose et nous pouvions constater que beaucoup d'investissements y étaient consacrés. Aujourd'hui, je l'utilise tous les jours moi-même, plusieurs fois par jour. C'est remarquable. Il est en train de changer. Cela peut créer un boom de la productivité pour nous. Nous avons parlé des médicaments amaigrissants. Là encore, ils peuvent améliorer la vie des gens. Là encore, il y aura des gagnants et des perdants dans tous ces domaines. Il pourrait y avoir de nouveaux développements technologiques. Ces médicaments et ces nouvelles technologies peuvent être utilisés de différentes manières pour améliorer nos vies. Je pense qu'il y a des risques et des opportunités des deux côtés. Il est vraiment difficile de prédire le cas normal de 80% au milieu, je dirais, où nous nous débrouillons avec quelques hauts et quelques bas et des choses de ce genre. C'est probablement le scénario central. Ce n'est pas très dramatique, désolé, ce n'est pas une belle histoire à raconter, mais c'est la réalité. Désolé, Habib, j'allais dire que vous étiez au rendez-vous très tôt avec certains des gagnants de l'IA. Vous étiez là aussi très tôt avec certains des gagnants dans le domaine des médicaments pour la perte de poids et pour le diabète. Qu'est-ce que l'équipe considère comme un domaine d'intérêt en 2025 ou s'agit-il des mêmes domaines mais de leur évolution et des différentes entreprises qui vont en tirer parti? Je pense qu'à l'heure actuelle, il s'agit de l'évolution de ces domaines. Qu'est-ce que l'IA va faire? Quand va-t-elle changer la façon dont, disons, nous faisons nos impôts, par exemple? Je ne sais pas combien de temps vous passez sur vos impôts, mais pour moi, c'est une expérience horrible. Vous passez 2 ou 3 jours à chercher tous vos papiers. J'ai oublié le mot de passe de ce site web. J'essaie de rassembler toutes mes affaires. Cette IA devrait pouvoir le faire pour nous en 1 minute, quelques secondes. Il suffit de spécifier qu'il s'agit de mes comptes bancaires, de mon employeur, et c'est parti. En quoi cela change-t-il notre temps de travail, notre façon de travailler? Je pense que cela va changer notre façon de travailler et de vivre d'une manière à laquelle nous n'avons pas vraiment pensé. La façon dont nous écoutons de la musique, la façon dont nous socialisons, cela va avoir un impact énorme sur de nombreux domaines différents. Il s'agit d'essayer d'évaluer cela, ce que le consommateur va faire, comment un fournisseur de produits va créer des gagnants et des perdants. De la même manière avec ces médicaments amaigrissants, il y aura des gagnants et des perdants. C'est net. Je pense que le monde va s'améliorer. Les gens seront en meilleure santé, ils seront plus heureux, les coûts pour la société, les coûts financiers et humains seront moins élevés, mais cela signifie aussi que les gens vont probablement cesser de manger moins mal. Il y a une double négation ici. Mais vous voyez ce que je veux dire.
Les gens n'auront plus de fringales et ne seront plus dépendants de certains types d'aliments. Les fabricants de produits alimentaires et de boissons vont devoir se battre à la marge. Cela ne se produira pas du jour au lendemain, mais cela aura un impact progressif sur ce type d'entreprise. Il y aura des entreprises, même dans le domaine de la santé, celles qui fabriquent des hanches artificielles, des genoux et d'autres choses de ce genre, des articulations. Aujourd'hui, avec un peu de chance, ces interventions chirurgicales seront moins nombreuses et ces entreprises vont en souffrir. Il s'agit d'essayer de trouver les angles d'attaque et de s'y prendre à l'avance et de savoir quelles entreprises vont penser à plus long terme et ajuster leur modèle d'entreprise en conséquence afin de bénéficier réellement de ces choses plutôt que d'en souffrir. Oui, c'est vrai. Il y a une autre chose que je voulais évoquer à l'approche de 2025, et je vais devoir être très prudent dans ma façon de présenter les choses parce que je vais aborder un sujet qui concerne les gens. Si je regarde la période que nous avons traversée au cours des 3 ou 4 dernières années et celle que nous entamons cette année avec plusieurs nouveaux gouvernements en place dans le monde, je constate que l'accent a été mis sur la protection des droits de la personne, des libertés fondamentales et sur la protection de l'environnement aussi. L'accent a été mis sur les personnes au sein des organisations, sur la valeur des personnes, sur la manière de construire une organisation, sur la manière d'obtenir une diversité de pensée au sein de ces organisations. Et il semble qu'il y ait presque un retour de bâton contre cela. Je sais que vous avez passé beaucoup de temps et que vous en passez beaucoup à évaluer non seulement le produit qu'une entreprise fabrique, mais aussi la manière dont elle le fait et la manière dont elle le gère et traite les personnes qui travaillent pour elle. Car au fil du temps, il existe un lien entre votre personnel, votre production et votre succès. C'est indiscutable. Certes, il y a de nombreux éléments à prendre en compte et nous pourrons peut-être en débattre, mais il ne fait aucun doute qu'il existe un lien entre le personnel de l'organisation et la réussite à long terme. Voyez-vous quelque chose qui va à l'encontre de ce lien? Et est-ce que cela crée dans votre esprit une opportunité encore plus grande dans ce sens? Ces entreprises qui continuent à avoir un avantage en attirant et en retenant les bonnes personnes, en faisant en sorte que les gens se sentent bien et qu'ils soient plus productifs? Est-ce que cela change quelque chose? S'agit-il toujours d'un avantage aussi important ou entrons-nous dans une ère différente? L'IA a-t-elle une incidence sur ce point? Je sais que c'est une grande question sociale pour vous, Habib. Ce n'est pas la façon dont vous voulez terminer cette conversation. Ne vous inquiétez pas, je la terminerai dans le domaine que vous souhaitez. Mais est-ce que je viens de divaguer et de ne rien vous demander du tout, ou est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que j'ai dit? Dave, je pense que ce que vous dites est très profond et très sage. C'est un vrai problème. Tout d'abord, je pense que l'IA est très importante, mais elle va mettre davantage l'accent sur le capital humain parce qu'une grande partie des processus et des choses comme ça, tout le monde aura le même moteur d'IA ou des moteurs d'IA similaires, ce qui les différencie les uns des autres, les entreprises les unes des autres, ce sont les personnes et la manière dont elles utilisent l'IA, la rapidité avec laquelle elles apprennent à l'utiliser, à s'y adapter et à la transformer en valeur ajoutée pour leurs clients. Cela va être essentiel. Le capital humain devient encore plus important. Je sais que tout le monde s'inquiète de savoir si l'IA va me voler mon travail, mais je vais vous dire, l'IA peut vous aider à gagner des parts de marché sur vos concurrents. C'est ce qui va se passer, car si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre va le faire. Si vous êtes lent sur l'IA, quelqu'un d'autre va l'utiliser pour vous prendre votre travail et vos clients. Je pense que ça, c'est clair. Une entreprise est très dépendante de son capital humain. Lorsque vous regardez une grande entreprise qui emploie, je ne sais pas, 70 000 personnes sur des centaines de sites et dans peut-être 20 ou 30 sociétés différentes, vous constatez que ces 70 000 personnes ont toutes le même objectif, travaillent dans le même but, prennent des décisions cohérentes les unes avec les autres et soutiennent l'objectif de l'entreprise au lieu de travailler
contre l'objectif de l'entreprise, de travailler les uns contre les autres, d'annuler l'énergie de chacun. Si vous pouvez réunir 70 000 personnes qui rament toutes dans la même direction, c'est incroyablement puissant. Mais en même temps, si vous avez 70 000 personnes qui courent dans tous les sens comme des poules sans tête, vous n'allez nulle part. Vous dépensez beaucoup d'énergie, mais vous n'allez nulle part. Je pense donc que le capital humain est très important. Je m'inquiète vraiment lorsque les dirigeants d'entreprises commencent à passer beaucoup de temps à se positionner sur la scène géopolitique et à essayer d'obtenir quelques faveurs, des faveurs gouvernementales et d'autres choses de ce genre. Nous avons vu que c'est décevant. On aurait pu penser que le marché boursier s'intéresserait à certains de ces aspects, mais ce n'est pas le cas. Les faveurs, le favoritisme profitent certainement aux entreprises à court terme, mais à long terme, sont-ils vraiment utiles? Car si c'est ainsi que vous créez de la valeur en profitant du favoritisme, cela affaiblit en fait l'efficacité réelle. Si vous croyez en la méritocratie et que vous croyez en des entreprises efficaces et compétitives qui s'affrontent, créant ainsi de la valeur, alors je dirais que les entreprises doivent vraiment se concentrer sur leur savoir-faire, sur le maintien de leur compétitivité, sur l'innovation, sur leur propre capital humain, sur la satisfaction des clients en s'assurant qu'elles ont le soutien de leurs clients et de leurs fournisseurs. C'est très important. Cela a toujours été le cas et ce le sera toujours à mon avis. Eh bien, Habib, c'est vraiment la raison pour laquelle j'aime vous recevoir et j'apprécie le temps que nous passons ensemble. Ensuite, grâce à cette émission, nous pouvons donner à nos auditeurs l'occasion d'entendre vos idées sur de nombreux sujets différents, car vous êtes un penseur profond, on pourrait dire, et de toute évidence un excellent et expérimenté gestionnaire de placement. C'est donc un plaisir de vous retrouver, mais permettez-moi de terminer par la question probablement la plus importante de la journée. Quelles sont les perspectives pour l'Arsenal en 2025? Vous savez, Dave, il y a un vieux dicton qui dit que c'est l'espoir qui tue. Oui, oui, oui. Tous les fans de l'Arsenal ont commencé cette saison avec beaucoup d'optimisme. C'est l'année où nous allions réussir et pourtant. Vous savez, le football, un peu comme la bourse, c'est une affaire d'humilité. Donc, si je comprends bien, ce ne sera pas l'année de l'Arsenal. Je ne perds jamais espoir, mais je pense que j'ai été obligé de tempérer mes propres attentes au fur et à mesure que la saison avançait. C'est comme pour mes Ducks de l'Oregon. Ils ont fait 13-0, puis ils ont perdu le premier match des éliminatoires. Très décevant. Mais je vais vous dire, Habib, il y a quelque chose d'excitant qui se passe ici. Vous devez venir me rejoindre sur mon île, San Miguel, dans les Açores. L'équipe locale a réussi à se hisser en première division portugaise. Aujourd'hui, elle occupe la 4e place du classement. S'ils parviennent à conserver cette position, ils vont se qualifier pour les compétitions européennes. Dans un stade qui peut accueillir environ 12 000 personnes, le prix d'un billet est de 15 € pour la meilleure place et vous pouvez entrer pour 2 €. Certaines des meilleures équipes, peut-être même l'Arsenal, vont se déplacer sur l'île et nous pourrons assister à un match et en profiter pour pas cher. Ce sera une valeur sûre, Habib. Très bien, je m'en viens, ce sera très amusant. J'imagine que le billet pour l'Arsenal est plus cher que le billet d'avion pour Londres. Il est impossible d'en avoir, Dave. C'est le problème avec l'Arsenal. Mais le regarder dans un environnement différent, pourquoi pas? Je suis un vrai fan de football et j'adorerais ça. Je vous le promets. Eh bien oui, je vais les encourager samedi, alors je vous tiendrai au courant, Habib. C'est un plaisir de voir ce grand sourire et nous nous reverrons dans quelques semaines. C'est un véritable plaisir, Dave. Je vous remercie. Wow, aujourd'hui, nous avons pris une tournure philosophique, mais oui, j'ai vraiment apprécié cette conversation. Un peu de philosophie, un peu de football, c'est une combinaison parfaite. Tout à fait. Je vous verrai à Londres dans quelques semaines. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement
ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.